Honorable membre du jury, chers contradicteurs, peuple du bec, bonjour. Alors je suis très heureux aujourd'hui parce que je viens d'être comparé à un super-héros en fait. Et ça pour moi c'est vraiment extraordinaire. Et je vous en remercie. Mais voilà, si j'étais un super-héros, je vous aurais pris par le costume et je vous ai tout de suite envoyé en Guadeloupe, où il fait tout le feu le plus beau. Alors peut-être aurez-vous pu réfléchir tranquillement à ce sujet que vous avez traité complètement à côté finalement, parce que vous avez oublié une chose primordiale. Les super-héros n'existent pas. Les super-héros n'existent pas. Ce sont des idées. Et alors, comment leur appliquer un quelconque critère juridique de vertu qu'à s'appliquer à la réalité, et au fond, même au regard du droit pénal, ne sommes-nous pas responsables que de notre propre fait? Dès lors, s'il n'y a pas de fait, y a-t-il même responsabilité? Y a-t-il même droit qui s'applique? Et bon, c'est pas grave, vous êtes quand même avec moi, mais... c'est pas grave. Alors, si même il devait y avoir séparation des pouvoirs chez les super-héros, qui instaurerait cette séparation des pouvoirs? Le dirigeant. Et pour quelle raison? Après tout, la notion de super-héros, la notion tout simplement de héros, n'est-elle pas intrinsèquement conditionnée par le fait d'être bon, d'avoir fait des actions bénéfiques à la société, d'être un modèle, d'être exemplaire? Un super-héros d'autant plus. Dès lors, pour quelle raison voudrions-nous limiter leur pouvoir? Pour quelle raison voudrait-on diviser pour mieux régner? Si ce n'est parce qu'on est une bande d'oligarques qui souhaitons protéger nos intérêts en rabaissant la capacité d'être magnifiques, d'hommes exemplaires, de femmes d'exception, à influer positivement sur notre société. Je vous le demande. La séparation des pouvoirs suppose aussi qu'on se place dans une certaine théorie de l'État, où finalement existe toujours cette souveraineté de l'État, au pinacle des pouvoirs. Et au final, il faut bien qu'il y ait donc, dans cette optique, une subordination du pouvoir super-héroïque à l'un des pouvoirs qui ont été séparés selon la théorie de Montesquieu. Dès lors, on peut penser que ce sera sous la couverture du pouvoir exécutif que cela se fera. Mais le jour où une bande d'aliens viendra attraper M. Gessip pour l'emmener en Guadeloupe et lui planter quelque chose dans la tête, je ne sais pas, peut-être que ça l'améliorera, on ne sait pas, on peut essayer. Après tout, le jour où ils viendront avec leur armement supérieur, avec leur intelligence supérieure, peut-être de millions de milliards d'années, ne faudra-t-il pas prendre des mesures immédiates, des mesures fortes pour intervenir et pallier immédiatement à cette menace? Allez-vous attendre que le Parlement se réunisse? Allez-vous attendre que le juge prononce finalement le divorce entre Captain America et Miss Marvel? Non, pas du tout. Vous voulez qu'on intervienne tout de suite, vous voulez qu'on vous sauve. Et ça, ce n'est conditionné que par la liberté d'action des super-héros. Une liberté totale. Je ne demande pas à ce qu'il y ait, à l'inverse, une subordination de nous autres et de notre État à une institution super-héroïque. Non, je demande à ce qu'ils aient une totale liberté et une indépendance, et finalement qu'ils soient, comme les juges, et comme vous, jurés, totalement indépendants des autres pouvoirs. Au sein même des super-héros, on peut se demander si une séparation est possible, est envisageable. Et
est-ce qu'on veut vraiment une séparation? Ça a été fait. Ça a été fait. Un groupe de super-héros s'est réuni et se sont appelés, je vous le donne en mine, les Illuminati. Lorsqu'ils ont essayé de faire ça, de créer donc une séparation entre un organe de décision et le reste de la plèbe super-héroïque, ils ont été massacrés. Massacrés par Hulk. En effet, leur première décision a été d'envoyer cette menace, Hulk, qui, je vous le rappelle, pour ceux qui ont vu l'excellent film Avengers, a quand même sauvé New York, de l'envoyer avec sa femme enceinte dans l'espace. Jamais. Malheureusement, ils avaient mis une bombe dans cette fusée et Hulk a failli mourir avec sa femme. Ayant atterri sur une planète habitée par une civilisation grégaire mais certes avancée technologiquement, il a été entraîné comme gladiateur, même intellectuellement, est devenu beaucoup plus fort, beaucoup plus stratège, beaucoup plus intelligent. Il a beaucoup lu. Et je vous le donne encore une fois en mille, il est revenu sur Terre. Et je vous promets qu'il s'est vengé. Il s'est vengé avec toute la force qu'un dieu sur Terre pouvait avoir. Il a massacré les plus grandes villes de la Terre, et une fois arrivé à New York, il va aussi massacré. Mais, puisqu'il est plus intelligent, il avait quand même demandé avant que toute la population soit évacuée. Il a créé au centre de Times Square une arène, et il a demandé aux Illuminati de venir et de s'entretuer. Vous le voyez bien, la notion et puis le peuple, ce groupe, les super-héros, est allergique à la notion de séparation des pouvoirs. Tout en gardant chacun leur indépendance, ils sont unis derrière le sentiment de liberté, derrière ce besoin maladif, ce que certains ont appelé le complexe de Superman, de sauver, quitte à se sacrifier eux-mêmes. Et de se sauver surtout entre eux, de s'entraider, de se protéger. Toutes ces notions semblables aux valeurs présentes au sein de l'armée américaine. Ne jamais laisser son camarade seul sur le terrain d'opération. Toujours, comme ils disent, have everybody's back, have each other's back, se protéger les uns les autres. Vous le sentez dans ce que je suis en train de dire? Je vais arriver à une notion très importante. Les super-héros, initialement et majoritairement, sont américains. Nord-américains, mais surtout viennent des États-Unis. Le problème, c'est que mon très très gentil contradicteur n'a fait qu'évoquer des lois, des droits français. Et malheureusement, il y a cet élément d'externalité qui fait que le droit français ne s'applique pas à eux. Et même si le droit devait s'appliquer à eux, j'aimerais bien vous voir, vous, futur notaire, j'imagine. Après tout, vous en avez l'humour. Déjà, dans votre délire, puisque encore une fois les super-héros n'existent pas, allez devant Superman et lui demander et essayer de saisir ses biens. Il dira, tiens, j'ai marché sur Égésie. Non. En plus d'être juridiquement improbable, c'est physiquement impossible. Encore une fois, la matière des comics, la matière super-héroïque, est extrêmement riche. Et on peut trouver moult exemples, moult finalement jurisprudence, qui permettraient d'étayer mon propos. Une séparation et finalement une subordination des super-héros au pouvoir exécutif a existé dans ce régime présidentiel qui est celui des États-Unis. Le président lui-même donnait des ordres à Superman. Et voulez-vous savoir ce qui est arrivé? Des pays entiers qui essaient de se rebeller contre l'oppression ont été massacrés. Leur armée décimée à coups de rayons laser, leurs chars écrasés, leur population rationnée et placée sous le joug d'un Superman hégémonique qui ne faisait finalement que représenter les États-Unis.
C'est arrivé aussi, et ça a encore une fois été empêché par les super-héros eux-mêmes. Je vous réfère à la jurisprudence Batman Returns Part 2, qui illustre finalement mon propos en disant, en mettant en scène un Batman vieillissant, mais dont les valeurs, au fond, puisque ce sont des idées, et c'est ce qui est le plus important, dont les valeurs étaient toujours fortes en lui, a décidé de se rhabiller, de remettre son costume et de se battre contre cet État et ce Superman qui opprimaient leur peuple. Alors vous me dites, mais Batman n'a aucun pouvoir. Batman est un homme comme vous et moi. Comment aurait-il pu battre Superman? Eh bien, je vous le dis. Il s'est rhabillé, il a accompli quelques actes de bravoure, a réduit la criminalité, a enfin tué le Joker. Il l'a fait. Et finalement a ancré, réancré, puisqu'elles avaient disparu, en très peu de temps, ces valeurs dans la population de Gotham City. Criminels et citoyens normaux, innocents, se sont rassemblés autour de lui pour se battre contre l'oppression. Au final, en mobilisant toutes les armes à sa disposition, son intelligence et l'aide des derniers super-héros qui n'avaient pas été mis au banc de la société par l'accord entre Superman et le président des États-Unis, il réussit à le battre. Mais il ne veut pas le tuer, car Superman est une figure céleste, un Jésus-Christ. Il ne meurt pas. Ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a mis à terre. Il l'a pris par le collet et lui a dit « Rappelle-toi toute ta vie, qui t'a mis à terre? Rappelle-toi quand tu essaieras de tuer des gens. » Et il mourut. Encore une fois, le pouvoir, c'est laver lui-même. Il n'y a pas besoin de lui imposer une séparation. Il y réagit. Enfin, n'oublions pas que le super-héros est avant tout un être humain, qu'il est muté, qu'il ait acquis ses super-pouvoirs technologiquement, ou même, comme Superman, qu'il soit un alien et qu'il ait été élevé par des êtres humains, ce qui fait au fond de lui, un être humain. Ce sont des êtres qui sont doués de réflexion, soumis au doute, et il l'exprime souvent. Je vous raconte l'histoire de Superman Watson. Cette fois-ci, Superman n'est pas tombé aux États-Unis chez une famille puritaine, américaine, classique. Non, il est tombé chez Staline. Et c'est Staline qui l'a élevé. À la fin, en voyant tout ce qu'il avait fait, et malgré l'endoctrinement, il s'est quand même demandé quelque chose. Il dit « Je me suis envolé. J'ai fait 100 fois le tour du monde. J'ai toujours pensé qu'on réfléchissait mieux en s'approchant de la vitesse de la lumière. Je les regardais en bas et mon cœur me disait de les dominer, de les diriger, de les emmener à la prospérité, à l'égalité. Et ma tête me disait qu'il ne l'accepterait jamais. Il rend tous ses pouvoirs et il retourne à une ville où il choisit le nom de Clark Kent, un simple observateur inattendu. Lui-même, le super-héros, s'est limité, sans qu'aucune séparation des pouvoirs ne soit interdite. C'est une mode récente chez les super-héros que de leur donner ce caractère humain. KXY a une marque sur sa peau. Il n'a pas de nom. Il est doué de super-pouvoirs, une ouïe impressionnante, une grande intelligence. John Doe, qui est un homme revenu d'entre les morts, a une trace sur son cou, dans sa chair. Superman, dans son interprétation la plus récente, dans Smallville, a le S gravé sur son torse, dans sa peau. On arrive vers un super-héros humain, un super-héros qui n'est plus défini par ses super-pouvoirs. Il ne s'agit plus de pouvoir ni de disparaître.
C'est un super-héros qui se définit par ce qu'il est. C'est un super-héros comme Iron Man qui se demande constamment qu'est-ce qui fait que je suis un héros? Est-ce mon armure ou est-ce moi? Est-ce finalement mes pouvoirs ou est-ce moi-même? Ce problème l'a rendu alcoolique. Il a trouvé la solution. C'était lui. Ce n'était que lui. Enfin, je vais vous renvoyer un super-héros que aucun d'entre vous ne connaît. Jojo. Jotaro Kujo est un super-héros japonais. Son pouvoir, c'est un pouvoir qui est vraiment particulier aux religions animistes, présentes au Japon, qui trouve qu'il y a finalement une âme un peu partout et qu'elle peut se matérialiser. Son pouvoir est de matérialiser son âme pour combattre les ennemis. Mais alors, séparer Jojo de ses pouvoirs, ce serait le tuer. Le super-héros est avant tout un homme, et tout ça, ce n'est qu'une métaphore. Séparer le héros de ses pouvoirs, c'est enlever la notion même de super-héros. Et là, la question n'a plus de sens. Alors que les super-héros, eux, ont un sens. Que dis-je un sens? Une valeur, une portée, une problématique. Les comics ne sont que des dissertations qui nous mènent à des réflexions. Ils ne font que guider nos idées et à faire de nous des gens meilleurs. Nous n'avons pas d'emprise sur eux. Mais leur emprise sur nous est bénéfique. Et cette emprise sur nous, elle existe. Je vous remercie.